était grillé. Définitivement. Son intimité était devenue de domaine public, archivée dans la mémoire collective de l'entreprise au même titre que le code de la photocopieuse. Chapitre 14. Golf, soumission et transport en commun. Pour Jean-Claude, la semaine se terminait sur une note d'humiliation sociale qu'il essayait désespérément de transformer en opportunité de carrière. Il avait réussi à s'incruster dans la partie de golf de Jean-Guy Le Saintrec. Il arriva habillé comme un professionnel du PGA Tour, avec une visière ridicule qui lui donnait l'air d'un touriste égaré. « Tu sais que ça te va bien, la visière, hein? Ça te donne un air profond. Un peu comme Clint Eastwood, se moqua Hervé. C'est pas un loisir, c'est un sport. Un sport de droite? Tu peux pas comprendre, répliqua Jean-Claude, très sérieux. Jean-Guy arriva, méprisant comme à son habitude. Oh, alors, mon petit Hervé. Jean-Claude, vous êtes venu me chercher pour notre partie de golf. C'est gentil. Ça vous dérange pas de partager notre partie avec quelques amis? Avant que Jean-Claude puisse répondre, Jean-Guy le relégua au rang de porteur. Si tu veux, tu peux m'accompagner, tu portes mon sac, je te donne un pourboire. Jean-Claude, avalant sa fierté comme on avale une couleuvre, accepta. Il finit la journée à porter les clubs, ramasser les balles et subir les quolibets des amis avocats de Jean-Guy. Pousser les caddies, t'as l'habitude, lui avait lancé Hervé avant de partir. Le lundi suivant, l'ambiance était apocalyptique pour une autre raison. Les transports en commun. Une grève monstre, ou peut être juste l'incompétence habituelle de la régie des transports. T'as changé de bus, toi? Le 45? Demanda un collègue à Jean-Claude. Ah ben non, parce que moi, je prends le 75, qui passe à 26. Le 67 a été dévié sur la ligne 104D, expliqua Jean-Claude, devenu expert en logistique urbaine chaotique. Oh la vache! Ce bordel pour venir ce matin, tout est bouché de puissante. J'ai jamais vu autant de monde dans les rues, commenta Hervé. Mais dans ce chaos, une lueur d'humanité avait émergé, ironique et éphémère. En plus, c'était dingue. Tout le monde se parlait, il y avait une vraie solidarité. Ça fait quand même mieux, admit Hervé. C'est vrai que, quand on est dans la même galère, ça rapproche. C'est comme le covoiturage. En temps normal, ça prend pas. Les gens sont trop égoïstes, conclut Jean-Claude. Et sur ce constat amer mais lucide, les deux collègues se dirigèrent vers la machine à café. Le café était toujours aussi mauvais, l'avenir toujours aussi incertain, mais tant qu'il y avait de la médisance et des gobelets en plastique, la vie à la Jeugène continuait. Dis donc, t'as vu la nouvelle stagiaire? Elle a un nez. Tais-toi, Jean-Claude, tais-toi. Machine à broyer. Partie 3. Cotas, gastro-entérite et ambition ratée. Chapitre 15. La stratégie d'unanisme. La gestion des ressources humaines à la Jeugène Electro-Steam obéissait à des règles mystérieuses, oscillant entre le cynisme pur et l'improvisation totale. Ce matin-là, Jean-Guy Le Saintrec était soucieux. La loi, cette entité abstraite et ennuyeuse, frappait à la porte sous la forme d'un quota d'embauche. Je vous rappelle qu'au-delà de 60 salariés, la loi nous oblige à employer 6% de personnel handicapé, rappela Jean-Guy, consultant un dossier avec dégoût, comme s'il tenait un poisson mort. Justement, avec un an, on en a de 5 à 3%, tenta de calculer Jean-Claude, dont les compétences en mathématiques s'arrêtaient généralement au calcul de la TVA sur les notes de restaurant. Jean-Claude vit là une opportunité en or. Non pas pour l'entreprise, mais pour placer un de ses amis et, par ricochet, se faire bien voir. Moi, Jean-Guy, j'ai un ami handicapé, quelqu'un très sérieux. Je pense que si on ne pouvait pas lui donner le poste de secrétaire qui s'est libéré, proposa-t-il avec l'enthousiasme du VRP vendant une encyclopédie à un aveugle. Jean-Guy, méfiant, demanda des précisions. Est-ce qu'il a un handicap? Il est atteint de nanisme. C'est une personne de petite taille. Quoi? Expliqua Jean-Claude, mimant une hauteur approximative avec sa main. La réaction du DRH fut immédiate et sans appel. Ah non, non, pas question. Pas bruyant, Jean-Guy. Leur trouvez-en d'abord un autre pour faire le compte, et on en reparlera. L'idée d'embaucher une personne de petite taille, uniquement pour combler un vide statistique,
sans même considérer ses compétences, était le sommet de l'humanisme, selon convenant. Il repartit vers la machine à café, déçu. Tu te rends compte, Hervé? Il refuse le progrès social. Mon pote, il tenait dans la boîte à gants. C'était pratique pour le covoiturage, grommela-t-il, transformant instantanément son ami handicapé en accessoire de voyage. Chapitre 16. Le mythe du taciturne. Alors que Jean-Claude digérait son échec de recrutement, un visiteur entra dans l'espace détente. Un homme à l'allure fatiguée, un ancien de la boîte, revenu sur les lieux du crime comme on revient voir son ancienne cellule de prison. « Tiens, tes vaches avec toi, hein ?» Directeur des achats. « Ah bah, c'est marrant, c'est comme toi », lança le visiteur en regardant Jean-Claude. Jean-Claude, bombant le torse, tenta de jouer au vétéran respecté, dit-il, tentant de se donner une aura mystérieuse et sombre. L'ancien collègue éclata de rire, un rire franc, massif, qui fit vibrer les parois en plastique de la machine à café. Le taciturne? Déconne pas le taciturne. Non. Puis en plus, dans la boîte, tout le monde a son surnom. Hervé aussi, il avait un surnom. Zidibit. On t'appelait le pélican. Et souvent, on t'appelait grosse beauf. Révéla l'ancien, détruisant en 3 secondes la légende personnelle que Jean-Claude s'était construite. Hervé, qui écoutait, manqua de s'étouffer avec son café. Gros beauf, c'est vrai que ça te va bien. Et moi, c'était quoi? Le stratège? Le leader? Non, Zidibit. Ou la fouine, ajouta l'ancien sans pitié. L'ancien collègue continua de remuer le couteau dans la plaie. Il raconta sa vie après son licenciement. Une descente aux enfers administratifs racontée avec le détachement de ceux qui n'ont plus rien à perdre. J'ai été au chômage pendant 10 à 8 mois. Puis après, j'ai eu le RMI, 1 an. Puis l'allocation solidarité. Et aujourd'hui, là, rien. La tombe, dit-il avec un sourire glaçant. Il sortit alors une boîte de médicaments et en avala une poignée, comme s'il s'agissait de cacahuètes. Mais lui, les doigts dans la bouche, il a recraché toutes ses gélules, tous ses barbituriques. Tentant pas son râle, s'inquiéta Jean-Claude, alors que l'homme commençait à s'étouffer. Il y en a une qui est restée coincée, là. « Attends, pousse-toi » cria Hervé, dans un moment de panique grotesque. Ils frappèrent le dos du visiteur suicidaire, jusqu'à ce qu'il recrache la pilule mortelle. Bon, bah, il est sauvé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire, ce mec-là, quand il va se réveiller? Il va monter dans sa bagnole, il va prendre notre route à contresens, et puis il va tuer une famille d'innocents, prophétisa Hervé, toujours optimiste. Allez, on va renfourner la ratatouille de Valium, conclut Jean-Claude, en ramassant les pilules par terre pour les remettre dans la poche du malheureux. Chapitre 17. La toque, le pistolet et le ketchup. La fin justifiant les moyens, Jean-Claude se mit en tête de critiquer la cantine, ignorant que le nouveau chef cuisinier rôdait dans les parages incognito, sans sa toque. « Vous êtes de la maison, hein » ? « Ben oui, oui. On se croise tous les jours, à la cantine. »« Vous ne me reconnaissez pas ?» demanda un homme, chauve et aimable, à Jean-Claude. « Ben, je suis désolé. Comme ça vous revient ? Non. Ah, ben oui, vous êtes le pistolet. Ah ben oui, mais vous avez une tête à chapeau. C'est pour ça, s'exclama Jean-Claude, réalisant qu'il parlait au chef cuistot. Loin de s'arrêter là, Jean-Claude enchaîna les maladresses. Il expliqua sa théorie sur les gens qui changent de tête une fois leur uniforme retiré. C'est comme les vedettes, hein ? Une fois qu'elles sont démaquillées, ils font tout de suite plus petits. Plus moches, plus gros, plus cons, dit-il, insultant indirectement le chef. Le chef, stoïque, tenta de parler cuisine. « Qu'est-ce que vous avez mangé à midi ?»« J'ai mangé un repas maillot. »« Si, mais je suis un régime dissocié en ce moment. Alors, une fois, c'est pain maillot. La semaine après, c'est pain moutarde, » expliqua Jean-Claude, révélant ses habitudes alimentaires désastreuses. Le chef, pistolet, blessé dans son orgueil culinaire, essaya de défendre son art. On a beau se décarcasser, à faire des plats mijotés, de qualité. C'est ce qu'on appelle le syndrome cantine, soupira-t-il. Mais pour Jean-Claude,
La gastronomie se limitait à des tests à l'aveugle douteux. Il va nous bander les yeux,